Avant cet épisode, j'aimerais vous parler de Wise. Si vous suivez Courir Mieux depuis plusieurs mois, vous savez que ma collaboration avec cette marque ancienne n'est pas nouvelle. Utilisateur de leurs produits depuis longtemps et à travers de nombreuses aventures comme ma traversée des 7 merveilles de Chartreuse, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous en parler en tant que partenaire de cet épisode. Depuis 2019, Wise m'impressionne par leurs engagements écologiques forts et leur circuit de production court entre France, Italie et Portugal, tout ça sans le moindre compromis sur la technicité de leurs produits qui atteint toujours des sommets. J'adore par exemple leur veste imperméable Black Shell 3 qui me protège en montagne quand les conditions se dégradent et leur short Sherpa Max dont le portage me permet d'emmener tout ce dont j'ai besoin durant mes trails. Je vous invite à parcourir leurs produits sur le site wisetrailrunning.com, vous ne serez pas déçus. Allez, place à l'épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Comme nous l'avons discuté la semaine dernière dans la partie 1, l'affûtage en trail et en course à pied est cette période où vous allez adapter votre charge d'entraînement pour progressivement gommer la fatigue latente que vos séances engendrent, tout en maintenant une certaine charge, certains stimuli pour que votre forme remonte. Dans cette partie 2, j'ai l'immense plaisir de recevoir Laurent Bosquet. Chercheur à l'université de Poitiers, Laurent est le premier auteur de la méta-analyse la plus connue sur la thématique de l'affûtage. En plus de cela, il travaille activement sur ce sujet puisqu'il est actuellement le coordinateur scientifique du projet d'idées mené auprès de sportifs participant aux Jeux Olympiques et Paralympiques et visant l'optimisation de leurs performances grâce au meilleur affûtage possible. Je ne vous fais pas plus attendre et vous propose de passer directement à mon échange avec Laurent durant lequel il répond à de nombreuses questions que je me pose pour encore mieux gérer cette période de l'entraînement. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, Comme un couteau, partie 2. Salut Laurent, comment ça va ? Très bien, très bien. Et puis là, c'est un grand plaisir justement de se voir pour discuter d'une thématique qui me plaît beaucoup, l'affûtage. Donc tout est bien. On a failli échanger toi et moi. Je t'avais déjà contacté plusieurs fois sur d'autres thématiques et en fait, c'était pas toi l'expert. Donc je t'ai tourné autour quelques temps en se disant peut-être qu'on arrivera à discuter un jour jusqu'à ce que je me rende compte que c'est toi qui j'avais pas du tout fait attention. Mais que c'était toi le premier auteur de la méta-analyse sur laquelle je m'étais appuyé il y a 1 an pour écrire l'article sur l'affûtage. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la mise en podcast de cet épisode. Donc, on va avoir, en tant qu'expert francophone, je pense que tu es bien placé pour nous parler de ça. D'autant que, si je dis pas de bêtises, tu es actuellement sur un projet scientifique autour des JO et autour de l'affûtage également, c'est ça ? Tout à fait. On accompagne l'équipe de France de natation, une partie de l'équipe de France de natation pour optimiser les 3 dernières semaines. Donc, on est vraiment sur cette problématique. Et tout ce que l'on développe avec eux, on l'a développé en amont avec le Stade Rochelet au rugby. Donc voilà, oui, on l'applique dans différents sports. Tu as bien les mains dedans, en tout cas, dans ces questions d'affûtage en ce moment. Donc ça, c'est super. Je te propose que je commence directement par la première question que je voulais te poser pour avoir une entrée en matière. Je me suis permis, dans l'article que j'ai rédigé, dans la partie 1, une définition de l'affûtage. Je me suis dit que toi, tu en avais peut-être une particulière. Est-ce que tu pourrais nous partager pour toi, qu'est-ce que c'est que l'affûtage ? Moi, j'ai une définition très classique, puisque l'affûtage, en fait, c'est quelque chose d'assez simple. L'important, c'est la mise en œuvre. C'est là qu'est la complexité. Donc, moi, la définition que j'utilise, c'est celle d'Inigo Morica. Donc, une diminution de la charge d'entraînement au cours d'une période de durée variable afin de diminuer la fatigue cumulée au cours des cycles précédents, fatigue physiologique et psychologique. Écoute, cette définition, moi, me va très bien. La deuxième question que je vais te poser, c'est en fait, est-ce que dans les grandes lignes, tu arriverais à nous résumer les mécanismes qui expliquent que quand tu as cette diminution de la charge d'entraînement pendant un moment, tu vois une amélioration de tes performances. En fait, c'est quoi les grands mécanismes qui rentrent en jeu dans la période d'affûtage qui permettent ce rebond un petit peu et donc les meilleures performances possibles ? Alors, si on y va par un modèle théorique assez simple, c'est un modèle qui date du début des années 70, mais qui a été amélioré depuis. On considère que chaque entraînement a un impact sur 2 grandes dimensions. Ça génère de la fatigue. Et ce faisant, cette fatigue accumulée va induire un certain nombre d'adaptations qui vont permettre d'améliorer la condition physique. Donc, quand on s'entraîne beaucoup, on est très fatigué, on a beaucoup d'adaptations, donc on a une bonne condition physique, mais la performance, elle est proportionnelle à la différence qu'il y a entre les deux. Donc, quand on s'entraîne beaucoup, les 2 niveaux étant élevés, c'est pas là qu'on est le plus performant. Donc, tout l'enjeu, c'est d'essayer d'effacer ce niveau de fatigue, de diminuer au maximum ce niveau de fatigue sans modifier la condition physique. Donc, d'un point de vue théorique, c'est le principal mécanisme d'action, la principale explication. Après, bien sûr, quand on rentre dans les détails, c'est toujours un peu plus complexe, ça peut relever de différents paramètres.
il y a bien sûr la diminution de cette fatigue, mais aussi, on n'y pense pas tout le temps, parce que ça peut être un peu contre-intuitif, mais pendant la période d'affûtage, eh bien, on améliore la condition physique. On améliore VO2 max, on améliore l'endurance, on améliore le coût métabolique. Alors certes, c'est dans des proportions assez modérées, bien sûr, mais quand on pense qu'on obtient cela en s'entraînant 2 fois moins que d'habitude, c'est quand même intéressant. Donc c'est à la fois diminution de la fatigue et à la fois une légère augmentation de la condition physique. Et c'est une période, je trouve ça super intéressant ce que tu viens de soulever, parce que c'est une période qui des fois est vécue comme très stressante par les athlètes qui ont l'impression d'en faire beaucoup trop peu et qui sont en train de perdre plein de choses, alors qu'en fait, de ce que tu viens de me dire là, tu as quand même des améliorations, des progrès pendant cette période d'affûtage. Tout à fait. Et ça, c'est un message vraiment important parce que tu vois, c'est une crainte, bien sûr, qui est fréquente, hein, la peur du désentraînement, hein, parce qu'on diminue la charge d'entraînement. Mais quand on regarde, dans les faits, il n'y a absolument rien à craindre. Hein. À moins qu'on fasse un affûtage de 6 semaines, mais sinon, il n'y a absolument rien à craindre. Quels que soient les paramètres, des paramètres plutôt métaboliques, cardiovasculaires ou même neuromusculaires, généralement, il n'y a pas de dégradation à l'issue de cette période d'affûtage. En tout cas, si elle est bien gérée, et ça va être toute la question qu'on va voir ensemble, parce que j'imagine enfin, c'est ce que je disais dans la partie 1. Si tu fais un affûtage de 1 semaine, mais qu'en fait ta semaine, ça veut dire que tu fais plus qu'un seul entraînement sur tes 6 habituels, bah là, ça va pas être un affûtage qui est optimal. Donc en fait, il y a des modalités d'affûtage qui sont à préférer comparativement à d'autres. Et ça, c'est tout le travail que tu as réalisé en 2007 avec tes co-auteurs dans la méta-analyse que vous avez publiée et qui ont été confirmés en 2023 par Wang et collaborateurs, qui au final font une autre méta-analyse quasiment 20 ans plus tard, enfin 15 ans plus tard. Et au final, ce qui est intéressant, c'est qu'on tombe sur quasiment les mêmes résultats en termes de quelles sont les modalités qui semblent les plus efficaces pour faire un bon affûtage. Alors, je te propose qu'on rentre dans ces modalités, et la première dont on va parler, c'est presque celle qui me semble être qui ressort des 2 études comme la plus fondamentale pour un bon affûtage, c'est la diminution du volume. En fait, quand j'ai lu les 2 papiers, j'ai le sentiment que le principal facteur qui permet ce rebond d'énergie et ce regain des performances, c'est le fait de couper l'énergie, de couper le volume. Et on parle d'une diminution, j'ai appelé les chiffres, de 40 à 60% du volume. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, toi, ce que tu en penses de cette diminution du volume? Ça représente quoi? Ça veut dire que ton volume moyen, tu le diminues quasiment de moitié? C'est à peu près ça? Tout à fait. On diminue tout de moitié. Du moins, c'est le modèle de base. On reviendra après sur la façon de l'individualiser. Mais quelle que soit la discipline, plutôt en endurance, mais il y a des méta-analyses qui confirment cela également pour les sports de force, notamment des spécialistes de force athlétique. On observe plus ou moins la même chose pour les sports collectifs, avec des capacités comme la capacité à répéter les sprints, par exemple. Dans tous les cas, c'est cette diminution du volume qui ressort. Et concrètement, on diminue par 2, mais on garde les proportions. Donc, selon les sports, on va identifier par exemple 3 zones d'entraînement, où certains utilisent plus de zones d'entraînement. Eh bien, je diminue de 50% mon temps passé en zone 1, également en zone 2, également en zone 3. Donc, c'est pas seulement les longues sorties qu'il faut diminuer. Si, par exemple, j'ai décidé de faire 10 fois 400 mètres, eh bien, sur la piste, à 100% de la VAM, eh bien, je ferai plus que 5 fois, par exemple. Donc, on diminue tout par 2, mais on essaye de garder les proportions dans les différentes zones d'entraînement afin de maintenir la condition physique. Et alors, la question que je me posais, parce que bon, la réponse sur la diminution du volume, 40 à 60%, c'est quand même assez simple. La question que je me posais, c'est est-ce que tu penses que c'est valable dans le cadre de personnes qui ont des volumes gigantesques? En fait, là, dans les auditeurs qui nous écoutent, on a des ultra-trailers, ou même tu prends des champions en ultra-trail, tu regardes leur Strava l'année d'avant, tu prends par exemple Jim Walmsley qui gagne l'UTMB l'an dernier, sa semaine avant période d'affûtage, il est à 320 bornes sur la semaine. C'est gigantesque. Donc, ok, il va couper par 2, mais ça veut dire qu'il va quand même faire 1 semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines à 160 km, ce qui reste gigantesque. Est-ce que tu penses que ces chiffres-là qu'on obtient, cette diminution du volume, elle est valable à tous les volumes d'entraînement? Ou est-ce qu'en fait, il y a certains volumes auxquels ça s'applique plus si bien que ça? Alors, c'est une question bien sûr très intéressante, surtout qu'il y a de plus en plus de trailers, d'ultra-trailers, dont cette problématique des gros volumes d'entraînement se pose. Malheureusement, il y a très peu d'études. Alors, il y a de plus en plus de travaux, bien sûr, sur la fatigue dans les ultra-trails, etc. Mais il y a très peu d'études sur l'affûtage en tant que tel. Et la raison en est simplement que les protocoles utilisés, on a généralement une performance 2-3 semaines avant, une période d'affûtage, une autre performance, et on compare les gains. Et on imagine bien que pour des disciplines d'ultra-endurance, même de marathon,
c'est très difficile à mettre en place. Donc, bien sûr, c'est une question très intéressante. Il n'y a pas de données scientifiques pour avoir une réponse justifiée. Donc là, je dirais que c'est plus la pratique des meilleurs qu'il faut regarder et certainement qu'il y a une forme de vérité qui en ressort. Après, si on regarde quand même les cyclistes, par exemple, qui à certains moments quand même peuvent avoir des volumes d'entraînement très importants. Hein, on imagine ceux qui font le Tour de France et puis qui, peu de temps après, vont enchaîner avec les championnats du monde. On a quand même des différences très grandes. Eh bien, un exemple que Paul Brousse, qui est le sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme féminine, m'a donné, c'est quand Julien Alaphilippe a été champion du monde. La première fois, il sort du Tour de France. La semaine d'après, il a tout diminué de façon drastique, beaucoup plus que les autres membres de l'équipe de France. Et le dimanche suivant, il avait les jambes en feu. Donc voilà, je pense que sur les gros volumes, il y a un intérêt à diminuer, peut-être à diminuer un peu plus. Mais pour le moment, la vérité, c'est celle des meilleurs, puisqu'on n'a pas d'autres données chiffrées pour éventuellement les discuter. Et oui, c'est vrai que souvent, on a l'impression que dans l'ultra-trail, il y a des volumes énormes, mais en fait, c'est vrai, le sport que tu cites, le cyclisme, ils ont souvent des volumes également gigantesques, et le triathlon, j'y pensais aussi, mais les triathlètes, ils ont également souvent, ceux qui font des Ironman, ils ont des volumes d'entraînement qui sont vraiment énormes. Donc peut-être qu'effectivement, ce qui se fait dans d'autres sports, ça peut également... Les nageurs ont de très gros volumes d'entraînement. Donc oui, il y a beaucoup de sports. C'est sûr qu'un ultra-trailer, les volumes que tu donnais pour un coureur à pied, c'est impressionnant. Je veux dire 300 km par semaine ou plus. En course à pied, c'est quand même pas fréquent. Mais si on regarde en volume et en durée, je veux dire, il y a des sports où il y a des durées plus importantes. Et bah du coup, ça me fait directement sauter sur une question que j'avais prévu de te poser un peu plus tard, mais je trouve qu'elle est pertinente maintenant. Une particularité du volume que tu vas avoir par rapport aux autres sports qu'on vient de citer, au triathlon, au cyclisme, quand tu fais du trail, c'est que tu vas avoir des contraintes excentriques prononcées. Quand tu fais 320, quand par exemple Jim il fait une semaine à 320 km, bah en fait il n'y a pas que 320 km, c'est peut-être également 20 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Est-ce que toi tu penses que alors là c'est peut-être plus une question sur la durée de l'affûtage, mais de toute façon on va y venir juste après sur la durée de l'affûtage. Est-ce que tu penses que la quantité de diminution dont on a parlé juste avant du volume et la durée, elle doit être dépendante, elle doit prendre en compte cette caractéristique excentrique qui est forte dans le trail? Ou est-ce que tu penses que comme c'est des athlètes qui sont de toute façon habitués à l'excentrique, bah, d'une part, c'est pas forcément si important, et d'autre part, par exemple, si on prend les bornes hautes dans ta méta-analyse, c'est 3 semaines, de toute façon, en 3 semaines, tu as récupéré d'une grosse charge excentrique. Donc, est-ce que tu penses que ça doit rentrer en compte dans la discussion ou pas tant, cette charge excentrique? Alors, il y a déjà des éléments de réponse dans ta question. Effectivement, les trailers, s'ils sont bien préparés, ils sont adaptés à ces contraintes excentriques. Après, ça veut dire que malgré tout, il faut individualiser. Il faut individualiser par rapport à quoi? Par rapport au niveau de fatigue cumulé. Puisque l'objectif de l'affûtage, c'est de diminuer le niveau de fatigue. Donc, si je me présente à une compétition, quelle qu'elle soit, avec un niveau de fatigue qui est très raisonnable, j'ai pas besoin de diminuer énormément. Donc, soit je garde 50% de diminution, mais je fais ça sur 10 jours simplement, soit j'ai prévu 2 semaines ou 3 semaines, mais dans ces cas-là, j'ai pas besoin de diminuer autant. D'accord? Donc la clé, c'est vraiment de l'individualiser par rapport au niveau de fatigue cumulé. Et plus ce niveau de fatigue cumulé est important, plus la diminution doit être grande, ou alors, si on ne veut pas diminuer de trop, parce que ça peut être déstabilisant, encore une fois, et ça peut jouer sur la confiance, eh bien dans ces cas-là, le but, encore une fois, étant d'effacer la fatigue, on va y ajouter des méthodes de récupération. D'accord? Donc l'affûtage, c'est pas le seul paramètre que l'on peut manipuler pour diminuer cette fatigue. Si on a des craintes, on essaye quand même de diminuer un peu, mais ça sera probablement pas suffisant. Et dans ces cas-là, si on ajoute d'autres méthodes de récupération plus actives, eh bien là, les deux devraient faire leur job et permettre de récupérer. Tu soulèves un point qui est super intéressant, je trouve, et quand j'ai fait ma revue de littérature pour cet épisode, j'en ai pas vu, mais je peux largement passer à côté d'études, hein, c'est tout à fait possible. Est-ce que tu connais des travaux qui ont essayé d'évaluer si, par exemple, avec un questionnaire de fatigue, adapter l'affûtage à un questionnaire de fatigue, si ça avait des effets plus bénéfiques, ou qui ont essayé de monitorer le niveau de fatigue pendant l'affûtage pour voir si, par exemple, tu fais ta première semaine, puis la fatigue n'est pas assez diminuée, donc là, tu fais une deuxième semaine encore plus diminuée. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Est-ce que tu connais des études qui sont intéressées à des outils qui permettaient de monitorer la fatigue? Alors bon, c'est ce qu'on a fait avec le Stade Rochelet. C'est ce qu'on fait également avec l'équipe de France de natation. Donc là, les études commencent à sortir.
Et en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, tu parlais d'un questionnaire, par exemple, la fatigue, c'est donc un processus qui fait interagir beaucoup de dimensions différentes et il n'existe pas de signe qu'on appelle, alors, désolé, ça s'appelle pathognomonique, c'est-à-dire qui permet de diagnostiquer sans risque de se tromper. Ça veut dire à partir de là que essayer d'estimer le niveau de fatigue cumulé, ça passe par un croisement de différentes mesures et idéalement qui couvre différentes dimensions. Donc c'est pour ça que nous, dans les outils qu'on a développés, eh bien on a des outils qui nous permettent d'avoir une idée du profil physiologique, du profil psychologique, du profil neuromusculaire. Et dans le physiologique, il y a à la fois le cardiovasculaire et le sommeil, les caractéristiques de qualité et de quantité de sommeil. Donc c'est en croisant ces informations vraiment que l'on peut avoir une estimation plus précise du niveau de fatigue. Et à partir de là, on adapte. Sur la seconde partie de ta question, est-ce qu'on peut monitorer pendant l'affûtage pour voir s'il faut en rajouter ou pas? Là, honnêtement, c'est très difficile d'avoir ce niveau de précision. Déjà, pendant l'affûtage, les athlètes, si ce sont des athlètes de haut niveau ou très entraînés, ils vont pas forcément vouloir que l'on mette en place les tests et mesures utiles pour monitorer cela, parce que malgré tout, il y a un peu de fatigue et ça prend du temps. Donc, généralement, on le fait avant l'affûtage et puis éventuellement après l'affûtage, mais après, ils font ce qui était prévu. Donc, c'est pas évident de le monitorer pendant pour ajuster, du moins avec les outils habituels. Donc voilà, une approche un peu plus complexe où on croise différentes informations. C'est ça qui est la clé. Mais du coup, ça veut dire que pour des auditeurs qui vont nous écouter ou des entraîneurs qui ont accès à des outils un petit peu simples, peut-être que déjà pendant la période d'affûtage, croiser un questionnaire auto-rapporté de fatigue, douleur musculaire, sensation, et un outil comme la variabilité de la fréquence cardiaque dont on a parlé avec Laurent Schmitt dans un épisode sur la HRV, ça peut peut-être être déjà des pistes pour un peu adapter l'affûtage. En fait, ça te semble à peu près cohérent ce que je dis? Oui et non. Oui, tout à fait, c'est des pistes, sachant que les questionnaires dont tu parlais, ce sont des indicateurs qui ont été proposés par Hooper et McKinnon, qui étaient les deux médecins en charge des nageurs australiens dans les années 90. Et nous, on a pu constater que c'était pas sensible à la fatigue, mais à la charge d'entraînement. Donc, ta charge d'entraînement augmente, tu cotes plus. Ta charge d'entraînement diminue, tu cotes moins. Mais si quand tu augmentes ta charge d'entraînement, il y en a qui développent un état de surmenage et d'autres non, il n'y a pas de différence. Ok, tu ne discrimines pas. Voilà, donc c'est intéressant. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais tu vois, du coup, pour l'utiliser dans ce contexte-là, ça a aussi ses limites. Même chose pour la variabilité de fréquence cardiaque. Le plus simple, c'est de prendre la fréquence cardiaque, tout simplement, parce que la variabilité, l'avantage de cette mesure, ou du moins du système nerveux autonome, eh bien, c'est qu'il peut s'adapter très très vite, ce qui nous permet de nous adapter à notre environnement. Mais l'inconvénient que ça pose, c'est comme c'est un système qui s'adapte très très vite, il est très peu reproductible, puisqu'il suffit de petites choses pour le faire varier. Donc, quand on regarde l'erreur de mesure associée à la variabilité de fréquence cardiaque, c'est très important, beaucoup plus important que les autres mesures. Ça reste en moins intéressant, bien sûr, mais si on veut l'utiliser de façon efficace, ça veut dire que c'est pas une mesure de temps en temps qu'il faut faire. C'est plusieurs mesures dans la semaine, au moins 3 à 5 généralement. Donc après, si les sportifs sont motivés pour cela et l'acceptent, pourquoi pas? Mais même dans les sports d'endurance, c'est pas évident d'avoir des sportifs qui acceptent 3 à 5 nuits par semaine de porter un cardiofréquencemètre pour avoir des mesures. Donc voilà, les deux ont leurs avantages, leurs inconvénients. Donc pourquoi pas? Mais à partir de ce que je viens de dire, on voit comment éventuellement placer le curseur. C'était une petite parenthèse sur la fatigue qui est passionnante. J'avais pas prévu de te poser ces questions, mais c'était passionnant et ça rejoint un peu la conclusion qu'on avait avec Laurent Schmitt. C'est que faire une mesure de HRV, c'est déjà faut la faire proprement. Et qu'en plus, par exemple, lui, il mettait en avant le tilt test, c'est-à-dire 5 minutes allongé, 5 minutes debout, donc 10 minutes, 2-3 fois par semaine. Donc forcément, tu te rends compte que c'est pas juste une petite mesure comme ça prend vraiment du temps et il faut vouloir le mettre en place. C'est aussi une charge, en fait, pour des athlètes de haut niveau, c'est une charge, en fait, de rajouter ça. Complètement. Et chez les athlètes de haut niveau, il y a un principe qui est central, c'est ce qu'on appelle le rasoir d'Occam, ou le principe d'Occam. C'est pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Donc en fait, avec les athlètes de haut niveau, on part souvent avec une base de tests, de mesures qui est assez large. Et puis avec l'expérience, on simplifie pour arriver vraiment à quelque chose de très épuré. Parce que
ils n'aiment pas. Et ce qu'ils veulent, c'est s'entraîner, c'est faire des compétitions. Mais tout ce monitoring, c'est pas forcément leur tasse de thé. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et je te propose de revenir sur les petites questions que j'avais prévues, mais de clôturer cette première parenthèse, cette parenthèse fatigue, mais qui était en même temps hyper centrale par rapport à la discussion qu'on a aujourd'hui, puisque le but de l'affûtage, c'est justement la fatigue. Une question que je voulais aborder avec toi, ça concerne la durée. On voit globalement dans ta méta-analyse de 2007 et dans celle qui vient de sortir, qui est sortie en 2023, que globalement, entre 15 et 21 jours d'affûtage, c'est globalement les périodes qui sont le mieux. Je crois entre 8 et 15 jours, c'est la première période qui a le plus d'effet. Et entre 15 et 21 jours, elle a un peu moins d'effet, mais les tailles d'effet me semblent quand même très larges et elles se croisent beaucoup. Ça fait quand même une sacrée fourchette. C'est-à-dire que si demain, là, je commence ma période d'affûtage, je peux choisir 8 jours ou je peux choisir 21 jours. Et d'un seul coup, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences. Au risque de revenir sur la notion de fatigue et de charge d'entraînement avant, est-ce que toi, tu as des conseils à donner ou qui nous aideraient à choisir la durée optimale, selon toi, de l'affûtage? Déjà, le premier point par rapport à ce que tu dis, c'est qu'on voit que 3 semaines d'affûtage, non seulement il n'y a pas de désentraînement, mais il y a toujours un gain de performance. Ça, en termes de discours, c'est important. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de crainte à avoir sur le désentraînement. Donc, 3 semaines, ça peut être très efficace. Après, quelle durée choisir? Le second élément de réponse, c'est qu'on n'a pas toujours le choix. Donc, tu vois, par exemple, dans les travaux que l'on a avec le Stade Rochelet, sur la période de préparation estivale, et puis le temps qui reste avant la reprise du championnat, c'est 1 semaine. Donc, il n'y a pas le choix. C'est un affûtage d'1 semaine. Dans ces cas-là, la logique voudrait, puisqu'ils sont très fatigués généralement, la logique voudrait que si c'est qu'1 semaine, on diminue beaucoup plus. Mais sauf qu'il y a des effets de seuil quand même. Et de confiance qu'il faut maintenir. Donc, on diminue normalement, mais par contre, on y ajoute des méthodes de récupération à côté. Puisque on voit que dans ce contexte-là, 1 semaine avec un niveau de fatigue initiale très élevé, c'est pas suffisant, juste la charge d'entraînement pour récupérer. Après, donc la clé, encore une fois, c'est le niveau de fatigue cumulé. Et puis, il y a aussi une autre clé, c'est la confiance. L'affûtage n'est pas destiné à déstabiliser psychologiquement les athlètes, mais à leur donner tous leurs moyens physiologiques et psychologiques. Donc, s'il y en a que ça perturbe pas du tout un affûtage de 3 semaines, dans ces cas-là, je dirais, il n'y a pas de souci. Ils diminuent peut-être beaucoup plus progressivement. Ils peuvent se permettre éventuellement, juste avant l'affûtage, on pourrait revenir, d'avoir un niveau de fatigue plus élevé, etc. Après, s'il y en a que ça perturbe, nous, on a pu voir, notamment dans le programme d'idées avec les nageurs, qu'il y avait des nageurs et de nageuses plutôt de demi-fond qui avaient de la difficulté à diminuer. Donc, dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'insister. On prend des affûtages courts ou des diminutions de volume qui sont très, très raisonnables. En dessous, c'est pas par 2, c'est moins. Mais on y ajoute les méthodes de récupération. Donc, tu vois la logique, c'est à la fois la confiance que l'on doit avoir, le niveau de fatigue cumulé, mais aussi l'organisation de notre calendrier, et comme on a vu avec le rythme. Oui, bien sûr. Et puis, ça arrive aussi là, je donne l'exemple du trail pour ceux qui nous écoutent, mais c'est les mêmes logiques. Tu as des personnes, leur dernier week-end choc, ils le font, ils l'organisent en famille, ils se déplacent. Ça peut pas être à 3 semaines, ça peut être qu'à 2 semaines. C'est comme ça. Je veux dire, c'est organisationnellement, tu vas pas te mettre la rate au courbouillon, comme on dit, pour absolument le faire passer à 3 semaines. C'est à 2 semaines, comme tu as dit, tu rajouteras des méthodes de récupération. D'ailleurs, tu as dit ça fait 2 ou 3 fois que tu mentionnes cette idée d'ajouter des méthodes de récupération pendant la période d'affûtage. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que tu as en tête quand tu mentionnes ça? Alors, nous, on a testé pas mal de méthodes, mais l'option que l'on a choisie, c'est de cibler les méthodes qui ont un impact sur la qualité et la quantité de sommeil. Il y a plusieurs éléments qui justifient cela, mais notamment le fait que le sommeil, bien sûr, c'est une phase de reconstruction, plutôt une phase anabolique. C'est une phase également où on va diminuer, voire inhiber les processus inflammatoires. Donc voilà, les deux convergent pour vraiment restaurer et améliorer notre capacité de performance. À partir de là, nous, ce que l'on utilise, il y a différentes actions. On va utiliser l'éducation. Donc, on a validé, que ce soit au rugby ou en natation, des cycles d'éducation au sommeil chez les athlètes de haut niveau qui s'inspirent des cycles d'éducation thérapeutique du patient. Donc, c'est assez simple, très pédagogique. Et tous le font. Et on remarque un effet sur leurs habitudes en termes de gestion du sommeil, et notamment heure de coucher ou heure de lever. Ensuite, on va utiliser des méthodes
Pour s'endormir, il y a deux paramètres qui doivent arriver en même temps. Une diminution de la température interne de l'ordre de 1,5 degré et une libération de mélatonine. Donc la mélatonine, ce qu'il faut, c'est essayer d'éviter les écrans bleus, bien sûr. On veut diminuer les écrans bleus, mais c'est aussi l'alimentation. Il faut des aliments qui vont permettre la synthèse, notamment de sérotonine, etc. On va retrouver dans le chocolat, on va en retrouver dans différents fruits, dans certaines viandes, etc. Donc ça va jouer sur la mélatonine. Mais pour la température, là, on va utiliser différentes stratégies comme la cryostimulation, l'immersion en eau froide ou des matelas thermorégulants. La cryostimulation, on a pu montrer qu'une exposition unique, c'était pas forcément efficace et que le plus efficace, c'était des cures. Donc nous, on utilise des cures de 5 jours consécutifs où l'exposition à la cryo, donc la cryostimulation, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce sont des chambres. Nous, on utilise corps entier. Donc, ce sont des chambres qui sont des pièces qui sont à moins 110 degrés et on y passe 3 minutes et on ressort. Donc, ce qu'il faut, c'est une cure de 5 jours consécutifs, le plus proche possible du sommeil. On a remarqué dans certaines études que si on le faisait le matin, après l'entraînement du matin, bien sûr, quand on se couche, c'était logique, il n'y a plus d'effet sur la température interne. Donc, il faut vraiment que ce soit le plus proche possible du sommeil pour avoir cette diminution de température. L'immersion en eau froide, c'est la même chose. Donc, le plus proche possible du sommeil, avec des modalités qui changent un petit peu. En ce moment, il y a une tendance à utiliser des températures plus froides. Jusqu'ici, les recommandations, c'est plus ou moins 10 minutes à 10 degrés. Maintenant, il y a des travaux qui sortent, déjà qui font l'immersion complète avec un tuba, et puis 2 qui utilisent aussi des températures beaucoup plus froides, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, bien sûr sur des temps plus courts. Et puis les matelas thermorégulants, ce sont des matelas qui absorbent l'excès de chaleur. Quand on est comme en ce moment où il fait pas très chaud, finalement, il n'y a pas un enjeu majeur à utiliser ces matelas thermorégulants. Par contre, quand il fait chaud, et ce sera le cas pendant les Jeux Olympiques, là, ils ont une capacité d'absorption de notre excès de chaleur qui est beaucoup plus importante que les matelas normaux. Et donc, ils ne sont pas réfrigérants, on n'a pas de sensation de froid, mais ils absorbent notre excès de chaleur. Donc, tout ça accumulé fait qu'on peut jouer vraiment sur la qualité et la quantité de sommeil, et ce faisant, vraiment optimiser tous les processus de récupération. Et alors, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec un collègue qui est préparateur physique en handball. Donc, c'est pas exactement le sport dont on parle aujourd'hui, mais ça change rien au fait qu'il y a des points communs. Il disait que lui, dans son équipe, il y avait des athlètes qui étaient des fois tellement stressés par des matchs du week-end qu'à partir du lundi ou mardi, ils dormaient très mal. Ils n'arrivaient plus à s'endormir à cause du stress. Et donc, ils avaient recours à de la mélatonine en voie médicamenteuse. Ça peut, comme tu viens de le dire, si la qualité du sommeil est si importante pendant la phase d'affûtage, c'est pour des personnes qui sont stressées ou qui voient leur sommeil très dégradé parce que la compétition approche. C'est peut-être aussi une solution pour avoir un sommeil malgré tout présent. Enfin, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? Dans l'exemple que tu donnes, tu mentionnes que la source de perturbation du sommeil, c'est l'anxiété. L'anxiété, ça ne se soigne pas avec la mélatonine. Et le problème, là, c'est qu'on donne une béquille chimique, là où l'éducation, voire la préparation mentale, sont les vraies solutions. Donc, la mélatonine, ce qui peut éventuellement justifier son utilisation, c'est le décalage horaire, point. Sinon, je veux dire, tant qu'on peut l'éviter, c'est mieux. Et puis surtout, ça place les sportifs dans une dynamique où c'est pas eux qui sont responsables de leur performance et ils se prennent moins en main. On a tout de suite la béquille qui est facile, on prend la mélatonine. Donc oui, dans certains cas, quand on n'a plus le choix, que l'échéance arrive et qu'il faut être performant, il faut être pragmatique. Mais quand on a le temps de planifier tout ça, on sait qui est anxieux, on sait qui n'est pas anxieux. Et puis, dans ces cas-là, c'est un travail de préparation mentale, d'accompagnement. Éventuellement, on joue sur l'alimentation, parce que la mélatonine, comme je disais, il y a des aliments qui permettent la synthèse de mélatonine, etc. Donc, voilà. Je suis assez, malgré tout, mesuré sur l'intérêt de la mélatonine. Son efficacité, bien sûr, c'est efficace. Mais le fait de l'utiliser en première intention, je pense que des sportifs, vaut mieux d'abord passer par d'autres phases d'éducation. Du coup, ça renvoie les auditeurs à l'épisode que j'ai eu avec Laure Fernandez, par exemple, où on a discuté largement de la préparation mentale, par exemple, dans le cadre du trail, qui peut, par exemple, typiquement, c'est ce à quoi tu as fait référence, donc je renvoie les auditeurs à cet échange.
Petite pause, si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez l'article associé à cet épisode et toutes les études scientifiques citées. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements proposés vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Allez, on retourne à l'épisode. Je te propose de revenir sur une des modalités sur laquelle on peut jouer pour diminuer la charge d'entraînement. Et moi, c'est un résultat qui m'a surpris dans les méta-analyses, c'est qu'au final, l'intensité reste la même sur les semaines d'affûtage. C'est-à-dire que par exemple, si comme dans l'exemple que tu as donné, si tu fais 10 fois à VMA, dans ta séance, et ben là, tu vas pas faire 10 fois à 90% de VMA, tu vas pas faire 8 fois à 80%, tu vas faire 5 fois, mais toujours aux mêmes intensités. Et moi, ça m'a surpris parce que j'avais le sentiment que c'est, par exemple, quand tu cherches des intensités, ça va être très fatigant. Et en fait, apparemment, pas tant. C'est peut-être ça qui maintient le niveau de forme. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi est-ce que ces intensités, c'est super important de les maintenir? Oui, tout à fait. Alors, la clé, comme je disais tout à l'heure, l'affûtage, l'objectif, c'est de diminuer la fatigue, on en a parlé, mais c'est aussi de la diminuer tout en maintenant le niveau de condition physique. Et d'un point de vue physiologique, quel est le principal stimulus qui va permettre de développer les adaptations puis les maintenir? C'est tout simplement l'intensité. Quand on regarde par exemple les fils d'entraînement sur VO2 max, eh bien, quand on compare des exercices intermittents à haute intensité par rapport à des exercices continus, ce sont ceux qui sont intermittents à haute intensité qui sont plus efficaces. Donc, dans un premier temps, la clé pour maintenir les adaptations physiologiques, c'est l'intensité, de toute façon. Ensuite, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas que le physiologique, il y a le neuromusculaire également. Et nos adaptations neuromusculaires sont spécifiques, doivent être spécifiques à notre activité, que ce soit en termes de fréquence, de foulée, en termes de temps de contact, de type de temps de contact, etc. Il faut essayer d'être le plus spécifique possible. Et faire des exercices de 1 minute avec des temps beaucoup plus faibles. Donc déjà, on va pas forcément maintenir exactement au même niveau nos adaptations physiologiques, mais d'un point de vue neuromusculaire, je veux dire, on n'est plus du tout sur les mêmes qualités. Donc, à un moment où il faut essayer d'être le plus spécifique possible. Alors bon, ce que je dis fonctionne peut-être plus pour des coureurs de demi-fond que pour des coureurs de trail et du trail, mais voilà. Mais néanmoins, il faut garder également la spécificité neuromusculaire. Donc tout cela ensemble fait que, effectivement, il faut maintenir l'intensité. Et maintenir, ça veut dire maintenir. Ça veut pas dire augmenter. Parce que ça, c'est une erreur commune. C'est-à-dire que la peur du désentraînement et le fait qu'on sent que là, on récupère bien et on se dit, oula, attention, maintenant, ça se trouve, je vais me désentraîner. Eh bien, on a tendance à vouloir en rajouter. Mais ce faisant, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute de la fatigue. Et si on rajoute de la fatigue, c'est l'objectif opposé de celui de l'affûtage. Donc, c'est vraiment maintenir, ni plus ni moins. On divise tout par 2, mais l'intensité, c'est juste exactement la même. Oui, tu as aussi, je pense, une notion de pacing presque, j'ai envie de dire, qui va rentrer. Parce que, par exemple, imagine, tu as une séance qui fait, 8 fois 2 minutes sur piste ou 8 fois 2 minutes de PMA en côte pour les trailers. Quand tu commences 8 fois 2 minutes, tu commences peut-être pas les fractions de la même façon que quand tu commences 4 fois 2 minutes. Et donc, je pense que ça, mentalement, dans un conseil qu'on peut donner là de suite, je me permets de donner un conseil par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est cibler, par exemple, si vous allez faire des côtes de 2 minutes la semaine d'affûtage, faites une côte que vous connaissez. Vous partez d'un endroit, vous arrivez au même endroit. Si vous arrivez plus haut, vous êtes peut-être en train d'aller trop fort parce que vous savez que vous allez plus vite parce qu'il n'y a que 4 répétitions à faire. Donc, maintenir, c'est super important ce que tu viens de dire. Ni plus, ni moins. Et du coup, pour vulgariser ce que tu viens de dire, j'ai l'impression, tu me corrigeras si t'es pas d'accord, j'ai l'impression que diminuer le volume, ça va jouer sur le paramètre fatigue. Ça permet de diminuer la fatigue. Et maintenir les intensités, ça va jouer sur le paramètre forme. Et que du coup, en mélangeant les deux, maintenir les intensités, diminuer le volume, il y en a un qui joue sur la forme, un qui joue sur la fatigue. Et du coup, on arrive dans le meilleur monde, dans le meilleur des mondes, à savoir le meilleur affûtage possible. Tout à fait, ça me va bien. Autre résultat surprenant sur lequel je me posais une question, c'est celui sur lequel la fréquence d'entraînement ne doit pas changer. C'est-à-dire que par exemple, si tu as un athlète qui t'entraîne 6 fois par semaine, des fois même plus, les sportifs avec lesquels tu bosses en ce moment sur la natation, ils doivent s'entraîner 12 fois par semaine à mon avis.
Si tu as 12 séances par jour, par semaine ou 6 séances par semaine, tu dois maintenir pendant la période d'affûtage le même niveau. Même pas t'en enlèves une, alors que moi, intuitivement, j'aurais eu tendance à me dire, bon allez, on en fait péter une, histoire d'avoir un jour vraiment cool en plus. Est-ce que toi, est-ce que tu as un commentaire à faire sur ce résultat que je trouve super surprenant sur la fréquence d'entraînement? Alors là, on voit l'intérêt et les limites des méta-analyses. Si tu regardes les résultats, la méta-analyse, en moyenne, tu as les mêmes résultats. Que tu gardes le nombre de séances et tu diminues le volume de chaque séance, ou au contraire, tu maintiens le volume de chaque séance, mais tu diminues le nombre de séances. En moyenne, ça donne les meilleurs résultats. Mais quand on regarde l'intervalle de confiance, donc la marge d'erreur, on a un cas où les résultats, les améliorations sont systématiques, et l'autre cas où, à l'occasion, certaines études n'observent pas d'amélioration de la performance. Donc c'est pour ça que, d'un strict point de vue statistique, eh bien, la recommandation, c'est de ne pas modifier la fréquence. Mais après, quand on met en application ce modèle général que l'on a proposé, là, c'est de l'individualisation. Et on voit qu'on peut enlever des séances. Certaines fois, on s'améliore tout autant que si on n'en enlève pas. Mais simplement, on sait qu'il y a éventuellement un petit risque qui n'est pas de bénéfice. Bon, si on le teste et qu'on voit que effectivement les bénéfices ne sont pas majeurs, peut-être que c'est un point qu'on cherchera à modifier la fois d'après. Peut-être. Mais donc, les deux sont possibles. Il faut voir la logique qu'il y a dans cet article, où c'était une analyse essentiellement statistique, mais où on insiste bien sur le fait que c'est un modèle de base qui limite la probabilité de ne pas avoir de bénéfices, mais qu'après, ce modèle, il faut l'individualiser. Ouais, donc en résumé, c'est peut-être pas si grave si jamais il y a une séance qui pète dans la période d'affûtage et qu'on passe à 5 au lieu de 6, quoi. C'est un peu la conclusion. Il y a un point qui est pas super simple à comprendre, surtout pour les auditeurs. J'ai essayé de l'expliquer dans la partie 1, mais peut-être que toi, tu peux le réexpliquer. Vous parlez de deux formes d'affûtage, de type par palier et progressif ou exponentiel qui peut un peu se ressembler. Est-ce que toi, tu peux un peu nous donner quelques billes sur ces deux approches-là? Ouais. Alors, imaginons qu'on décide de diminuer tout par 2, 50% pendant 2 semaines. La première option, c'est de dire dès le premier jour, dès le lundi, si je commence le lundi, je divise par 2. Et puis tous les jours, je diminue tout par 2. D'accord? Donc ça, c'est une première option. Deuxième option, on se dit, non, on va y aller plus progressivement. Le premier jour, on va peut-être diminuer simplement de 10%, de 20%, et on diminue comme ça progressivement. Donc, c'est cette logique, sauf qu'à la fin, bien sûr, les derniers jours, on n'est plus à 50%. On est largement en dessous. Et on va peut-être avoir simplement 10, 20 ou 30% du volume habituel, puisque les premiers jours, on ne diminuait que de 10%. En moyenne, ça doit donner 50. Donc, il y a ces deux options. Et quand on regarde, eh bien, c'est comme pour la fréquence. Les deux options donnent des résultats qui ne sont pas si différents que ça. Par contre, la diminution progressive, les gains sont systématiques. Alors que la diminution abrupte dès le premier jour, à l'occasion, il n'y a pas de gain. Et les études qui sont intéressées à cela montrent qu'en fait, ça tient beaucoup à l'anxiété générée par, dès le premier jour, le fait de diminuer beaucoup. Donc, ce qui est tout à fait concevable comme argument. Donc, c'est pour ça, c'est un petit peu la même chose que pour la fréquence. Si on ne veut pas se tromper, on peut utiliser une diminution progressive, mais après tout, si pour des raisons d'organisation, de préférence, de ce que l'on veut, on décide d'opter pour une diminution abrupte, eh bien voilà, on sait que ça peut fonctionner tout aussi bien, mais que ça peut générer du stress. Donc dans ces cas-là, on le teste avant sur des compétitions secondaires et on ne le fait pas pour une première fois avant la grosse compétition. De toute façon, je pense que même la forme la plus safe qu'on vient de discuter, à savoir la diminution exponentielle, enfin progressive, je pense que même elle, on la teste pas avant la compétition numéro 1, il faut forcément la tester avant un week-end shock, avant une compétition secondaire, avant ce que vous voulez, mais il faut la tester parce que si ça se trouve, ton athlète, il n'aime pas ça, et il faut trouver une autre approche. Tout à fait. Et c'est vrai pour l'affûtage, c'est vrai pour les méthodes de récupération. Je citais certaines méthodes tout à l'heure, on les a retenues parce que les méta-analyses ou différentes études montrent qu'elles sont efficaces, ok, mais une étude, c'est une moyenne, une efficacité moyenne, et ce qu'on appelle un écart type, donc la variabilité autour de cet effet moyen. Et on sait bien que oui, c'est pas parce qu'une méta-analyse dit qu'une méthode de récupération est efficace qu'elle est efficace pour tout le monde. Donc c'est-à-dire que
la science et la recherche nous permet de retenir les méthodes qui, en moyenne, sont les plus efficaces. Mais après, il faut le tester et l'évaluer chez chaque individu parce que soit ils font partie de ceux qui, effectivement, vont avoir une très bonne adaptation, soit, au contraire, il n'y a aucun effet. Et dans ces cas-là, on n'insiste pas. Et on va essayer d'identifier d'autres méthodes qui vont être efficaces pour cette personne. Donc, dans tous les cas, il faut tester et évaluer. J'aime énormément le cheminement de pensée que tu viens de partager, à savoir, par exemple, qu'est-ce que la littérature c'est un peu ça, qu'est-ce que la littérature a montré, maintenant je le teste, j'individualise, et je peux m'en écarter, qui en fait, pour moi, est un peu un gold standard, j'ai envie de dire, presque dans l'entraînement. En tout cas, c'est ce que j'essaie de véhiculer avec Courir Mieux, où des fois, tu as l'inverse, c'est-à-dire, je fais quelque chose, et peu importe ce que la littérature a dit, et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, et des fois, l'inverse, je fais parce que la littérature a dit, et pas besoin de tester, la littérature l'a dit. Et là, ce que tu viens de mettre en avant, toi, c'est l'équilibre entre les deux. Et je trouve que c'est un des messages que je trouve vraiment important, que j'essaie de transmettre avec Courir Mieux. Donc, je suis très content que tu le soulignes. Ouais. Oui, puis à travers l'exemple que tu donnes, tu dis, je le fais même si la littérature ne montre rien. Mais c'est important aussi. Je veux dire, si on s'appuie sur la littérature, on diminue le risque de ne pas avoir d'effet. Mais c'est pas pour autant qu'on va avoir les meilleurs effets. Et pour ça, des fois, il faut innover. Et donc, quand on innove, forcément, c'est des choses qui n'ont pas été étudiées. Donc, après, l'innovation doit être mesurée et faut voir la part de risque que l'on prend. Mais l'innovation, ça reste quand même très important. Si tu innoves et que tous tes athlètes que tu entraînes sont pétés avec des fractures de fatigue, peut-être qu'il faut que tu arrêtes d'innover. Exact. Eh ben, je saute sur la perche que tu viens de me tendre avec l'innovation, puisque j'ai encore deux petites questions à te poser dans cette partie-là. On a compris, à travers la partie 1, tout ce qu'on vient de raconter, le gold standard un petit peu, à travers vos deux méta-analyses, de ce qui semble en moyenne marcher, en termes d'affûtage. 2-3 semaines, 50%, plutôt progressif. Dans l'Ultra Trail et dans le bouquin de Guillaume Millet, qui est juste ici derrière, il donnait des exemples d'affûtage dans le trail qui ne sont pas exactement ceux-là, qui sont un peu innovants, un peu atypiques, et je voulais savoir si toi, tu en avais déjà entendu parler et si tu avais un avis là-dessus. Par exemple, une approche un peu innovante qui a été utilisée, je crois que c'est Christophe Mallardet qui a utilisé ça avec des athlètes à lui, donc il lui entraîne quand même des personnes à très haut niveau, qui donnait un exemple d'affûtage en 4 semaines, sur une phase de 4 semaines, avec 2 semaines de décharge, de diminution à 50%, exactement comme tout ce qu'on a discuté, 1 semaine de recharge au milieu, et une semaine d'affûtage jusqu'au jour J. Donc un espèce de modèle avec une revague au milieu sur 4 semaines. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce genre de modèle un peu atypique? Est-ce qu'on sait si c'est des choses qui sont intéressantes, qu'on fonctionne ou pas? Qu'est-ce qu'on connaît de ça? Alors ça, c'est un modèle en fait qui a été testé. Je parlais tout à l'heure de Thierry Busseau, un collègue de Saint-Étienne. C'est lui qui a fait cette proposition, donc il y a 20 ans déjà, quasiment. Donc l'idée, c'est la suivante. C'est que l'affûtage, comme je me disais, certes, ça diminue la fatigue, mais ça permet aussi, dans une faible mesure, bien sûr, mais d'améliorer la condition physique. Donc, la logique qu'il y a derrière cette modalité, c'est de dire, OK, on a un premier affûtage qui va nous permettre de bénéficier de ces petites adaptations qui améliorent la condition physique. On refait un microcycle qui peut être d'une semaine, des fois qui peut être de 10 jours, ça dépend, mais on refait un microcycle où, justement, on va s'appuyer sur le fait que là, on a une augmentation du niveau de condition physique. Donc, ce qui peut générer un petit peu de fatigue. Et puis derrière, on a l'affûtage principal. Donc, lui, il avait testé avec un modèle mathématique, alimenté par des données d'athlètes de haut niveau. Donc, c'était pas que de la simulation. C'est de la simulation mathématique à partir de données réelles d'athlètes de haut niveau en natation. Et c'est une modalité qui fonctionnait très bien. Donc, tout à l'heure, tu parlais des 2 méta-analyses. On voit avec la méta-analyse de Wang, la plus récente, qui date de l'année dernière, que tout l'impact qu'a eu la méta-analyse que l'on a publiée en 2007. C'est-à-dire que depuis 2007, tout le monde fait la même chose en utilisant la stratégie qu'on a montrée dans cette méta-analyse. Sauf qu'on n'a jamais dit ça. On a juste dit, c'est la stratégie qui, en moyenne, donne les meilleurs résultats, mais en aucun cas celle qui donne les meilleurs résultats. Pour ça, il faut individualiser par rapport à la fatigue initiale. Et donc, toutes les études derrière utilisent cela, ce qui fait que bien sûr, ça renforce les conclusions de 2007, mais surtout, il n'y a plus d'innovation. Or, là, on voit, c'est l'innovation qui peut être très intéressante, et en termes d'étapes, ça a déjà été simulé avec des modèles mathématiques. Maintenant, il faudrait mettre en place des études qui évaluent concrètement. Alors, comme on disait, pour un ultra-trail, c'est très difficile.
mais on pourrait imaginer, ne serait-ce que pour un semi-marathon ou pour des épreuves de demi-fond, ou parce que les protocoles requièrent encore une fois d'avoir une performance, 2-3 semaines d'affûtage, une autre performance pour comparer les faits. Donc un marathon, c'est pas possible, mais un semi ou un 10 000 mètres ou des choses comme ça, c'est tout à fait possible. Donc voilà. L'inconvénient de cette méta-analyse, c'est qu'il y a quelque part ce résultat moyen a trop marqué les scientifiques, comme les entraîneurs, alors que c'était pas du tout le but. Et il y a plus d'innovation. Donc ça en fait partie. Tu as par exemple Bob Bowman, qui est l'entraîneur de Léon Marchand et qui était l'entraîneur de Michael Phelps. Bah lui, il utilisait un affûtage de 6 semaines. 6 semaines, c'est pas du tout dans les canons de... Enfin, et puis, il a 3 semaines pendant lesquelles il joue sur la fréquence, il diminue le nombre d'entraînements, et ensuite 3 semaines pendant lesquelles il diminue le volume des entraînements restants. Donc ça n'a jamais été testé non plus, mais c'est de l'innovation. Alors, ça a été testé quand même empiriquement. Si on regarde les résultats de Michael Phelps, ça a l'air quand même efficace. Bon, on ne sait pas si c'est la meilleure méthode, mais en tous les cas, voilà, je pense que c'est important, c'est d'innover. Donc, on ne veut pas prendre de risques. À un moment, c'est important de ne pas prendre de risques. Là, pour les Jeux Olympiques, par exemple, c'est plus l'année olympique où on va tester des innovations, etc. Généralement, c'est la première année du cycle olympique, hein, parce que juste après les Jeux, parce que là, il n'y a plus trop d'enjeux. Donc là, on peut se permettre d'innover, de comparer différentes modalités et de retenir celles qui seront utilisées après. Mais en tous les cas, voilà, hein, l'important, c'est d'essayer d'innover à certains moments pour essayer de trouver les modalités les plus efficaces pour chaque athlète. Ouais, tu vois, j'ai un exemple dans le cadre du trail. Julie Roux, que j'avais interviewée et qui a gagné cette année, donc elle est Team Salomon, elle a gagné cette année la Saint-Élion et les Templiers. Et elle a dit que une semaine avant, elle est partie faire une sortie longue avant la course. Elle est partie faire une sortie longue de la même durée qu'elle fait d'habitude. Simplement, elle l'a fait en rando course. Donc, exactement l'inverse que ce qu'on dit depuis le début. Elle a diminué l'intensité, elle a gardé le volume. Et ben pourtant, elle a gagné ces 2 courses. Et pour elle, ça a l'air de fonctionner. Donc, en termes d'innovation, etc., je te rejoins sur peut-être l'intérêt des fois de chercher des choses un peu différentes qui peuvent marcher. Et puis, il faut bien garder à l'esprit que toutes ces études, elles ont été faites avec des durées beaucoup plus courtes, qui n'ont rien à voir avec les trails et les ultra-trails. Donc, finalement, on discute de recommandations qui, peut-être, au final, ne s'appliquent pas tant que ça à l'ultra-trail, parce que VO2 max, oui, c'est important, mais c'est pas le facteur déterminant. Y a beaucoup d'autres facteurs qui vont entrer en ligne de compte et qui n'ont jamais été étudiés et qui sont spécifiques au trail. Sur la capacité justement du tissu musculaire à résister aux contractions excentriques, sur la capacité de l'estomac également, des intestins à éviter les inflammations, les irritations, ce qui peut provoquer des vomissements, etc. Donc peut-être quelque part qu'il y a une spécificité de l'ultra-trail qui fait que ces recommandations, oui, c'est peut-être pas les meilleures, mais actuellement, on peut pas en dire plus. Bon, alors dans les travaux avec Guillaume, VO2 max, elle garde quand même une petite part importante sur l'ultra trail, ça reste pas mal associé. Mais ils ont tous à peu près les mêmes max. Oui, il y a aussi ça. Facteur déterminant à haut niveau. Mais pour accéder au haut niveau, t'as pas un VO2 max, tu accèdes pas au haut niveau. C'est que des fois, ça me fait rire, il y a des gens qui disent VO2 max, c'est pas discriminant chez les élites. Je leur dis oui, ils sont tous à 90, donc ça veut dire VO2 max égal, c'est plus déterminant. Bah oui, VO2 max égal. Mais entre les élites et nous, il y a quand même souvent un écart. Mais bref. Et tu vois, un exemple, là, je suis en phase d'affûtage, moi, mais j'ai fait un week-end choc de 100 km et 7000 mètres ce week-end. Je suis pas censé diminuer ma fréquence, mais lundi, mardi, je pouvais pas courir, c'était pas possible. Mercredi, j'ai fait un peu de vélo, mais j'étais vraiment très fatigué. Donc, j'ai beau vouloir, si je prends le gold standard, me dire non, je ne diminue pas la fréquence. J'étais dans un état où il fallait absolument que je diminue la fréquence et aujourd'hui, je peux recommencer à trottiner. Donc, il s'est passé quasiment 3 jours off. Ça colle pas au gold standard, mais par rapport aux besoins à un moment donné, j'avais pas eu le choix et donc je pense qu'il faut s'autoriser cette petite marge. Laurent, je saute sur la dernière question que je voulais te poser. Je suis désolé, j'ai peur de te prendre trop de temps. La dernière question que je voulais te poser, c'était une différence qui existe entre ton étude et celle de Wang. C'est que eux, ils ont également analysé l'effet de la précharge, d'une augmentation de la précharge. Je crois que vous l'avez pas fait en 2007. Eux, ils l'ont testé statistiquement et ils disent qu'il y a très peu d'études qui l'ont fait, mais qui a l'air de dire qu'une augmentation de la charge la dernière semaine avant l'affûtage, à peu près d'une 20%
Et il parle d'augmentation par l'intensité, de monter un peu l'intensité vers le haut. Ça a des effets sur un affûtage encore plus efficace. Est-ce que toi, tu as des billes à nous donner là-dessus ou pas trop? Oui, tout à fait. Donc, ça a été testé également par Thierry Busseau, toujours avec de la modélisation mathématique et les données des nageurs de l'équipe de France des années 90. Et en fait, dans les scénarios qu'il a comparés, il y avait une surcharge d'entraînement, du volume d'entraînement de 20% de mémoire pendant 3 semaines ou 1 mois, et pas de surcharge. Et puis, il comparait l'effet de différentes modalités d'affûtage. Et ce que l'on constate, c'est que c'est une relation en U inversée, la relation qu'il y a entre la diminution de volume et les gains de performance. Donc, il y a bien pour chacun d'entre nous une diminution optimale. Et si on fait plus ou si on fait moins, on n'aura pas forcément le pic. Ensuite, le deuxième point, effectivement, quand c'est précédé d'une période de surcharge, un niveau de fatigue plus grand, eh bien, le gain de performance est lui-même plus important. Et puis, le troisième point, c'est que puisque ce niveau de fatigue est plus grand, la diminution de volume pour atteindre le pic, elle est plus importante. Ce qui est normal, il faut récupérer plus de fatigue. Ça, c'est ce qui ressort de la modélisation mathématique. Ensuite, il y a différentes études. On en a fait au rugby, mais il y en a une sur ces mêmes problématiques. Mais il y en a une qui est très intéressante, qui a été réalisée par Anaël Aubry à l'INSEP avec des triathlètes. Il a testé exactement la même chose, mais cette fois-ci, c'était pas de la modélisation, c'était des athlètes. Et un groupe surcharge, c'était 30% pendant 1 mois. Et puis, il y avait 1 mois d'affûtage et toutes les semaines. Donc, il y avait des tests de performance et différentes mesures. Et l'affûtage était le même pour tout le monde en termes de diminution. Et ce qu'il constate, c'est quoi? Effectivement, le groupe qui a eu une surcharge, en moyenne, a de meilleurs résultats que celui qui n'a pas eu de surcharge. Par contre, niveau de fatigue plus élevé, celui qui n'a pas eu de surcharge, 1 semaine d'affûtage a suffi pour atteindre leur pic de performance, alors que le groupe qui a une surcharge, il a fallu 2 semaines pour atteindre le pic de performance, mais pic de performance qui était plus important. Et ce qui est très intéressant dans leur étude, c'est que dans le groupe surcharge, il y en a 3 ou 4 de mémoire, je ne sais plus le nombre exact, qui ont développé un état de surmenage. Donc le niveau de fatigue, pour le coup, était très important. Et eux, l'affûtage leur a juste permis de revenir au niveau initial. Pas de gain de performance. Donc on voit bien tout le défi. Effectivement, il faut prendre des risques et avoir un niveau de fatigue plus élevé, mais il faut bien monitorer, parce que si ce niveau de fatigue est trop élevé, on perd tous les bénéfices de ce qu'on a mis des mois à développer, parce qu'on va juste finalement rester au même niveau de performance. Donc voilà, c'est un fait, c'est bien établi, et la gestion de cela, on peut vraiment l'assimiler à une prise de risque. Bah oui, en tout cas, dans la méta-analyse là, de Wang, il parlait de 20% de plus la dernière semaine, donc en fait c'est quand même un peu plus prudent que ce qu'on vient de discuter toi et moi, donc peut-être que c'est déjà un entre-deux qui peut être intéressant, une prise de risque un peu moins forte, et puis la première fois on prendra le risque comme ça, et puis la deuxième fois on pourra faire peut-être 2 semaines, et puis on verra comment l'athlète réagit. Et l'autre option, c'est les modalités alternatives, comme on discutait tout à l'heure, sur 1 mois. Pourquoi le faire 2 semaines avant, là où tu peux le faire un peu en amont, tu as ce premier affûtage, et cette période de recharge, ça peut être aussi une période de surcharge. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et un exemple que je donnais dans la partie 1, c'est que quand même, pour les trailers qui nous écoutent, alors surtout ceux qui font du long, il y a des personnes qui font du court qui nous écoutent, mais ceux qui font du long, il y a souvent le week-end shock qui vient précéder l'affûtage. Et très souvent, le week-end shock, il vient faire un peu péter ta charge d'entraînement sur la semaine, d'un coup t'exploses. Donc en fait, c'est peut-être ce que naturellement dans le trail, les gens font sans s'en rendre compte. En fait, t'as cette période-là parce que t'as ton week-end shock qui vient clôturer ton dernier bloc. Laurent, j'ai pu aborder avec toi toutes les questions que j'avais à te poser et elles étaient nombreuses dans cette première partie. On va avoir toi et moi un petit moment d'échange privilégié avec les abonnés, pour les abonnés Patreon juste après. Mais je te propose qu'on clôture cette première partie pour les auditeurs, pour tous les auditeurs. Je te remercie énormément pour ton temps et tes réponses claires et pédagogiques. La dernière question que je vais te poser, c'est si des personnes veulent suivre ton actualité scientifique, où est-ce qu'elles peuvent aller? J'ai un compte LinkedIn sur lequel j'essaye de mettre des informations. Mais sinon, sur l'affûtage, sur le site de notre laboratoire, on a créé une page pour le projet d'idées qui accompagne donc l'équipe de France de natation. Et là, il y a les publications, il y a des vidéos qui ont été faites par la Cité des Sciences, par l'Esprit Sorcier, la chaîne télé, etc. Donc, il y a beaucoup de ressources. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de notre laboratoire, c'est move.labo.univ-poitiers.fr. Super. Eh ben, je mettrai ton LinkedIn et le lien que tu viens de donner en description de l'épisode pour les personnes qui l'écoutent, sur YouTube ou en podcast. Et moi, je te dis encore une fois merci beaucoup et à très bientôt pour peut-être un autre échange.
Eh ben, j'espère que tous ces échanges seront utiles à ceux qui suivent ta chaîne. Et puis, au plaisir. Alors. Au revoir. Voilà, c'est tout pour ce Scientific Day partie 2 dédié à l'affûtage en trail et en course à pied. Comme vous l'avez sûrement compris, l'affûtage est un jeu subtil entre de nombreux paramètres pour que le niveau de performance le jour J soit le plus optimal possible. Entre les techniques manipulant directement l'entraînement et celles autour de l'entraînement ayant pour but de booster la récupération, cette période peut solliciter de nombreuses stratégies différentes. J'ai adoré écouter Laurent sur cette question. Son activité scientifique, croisée à son expertise de terrain, en partie permise par son implication dans le projet d'idées, est impressionnante et j'ai trouvé ses explications d'une extrême limpidité. N'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux et à jeter un œil à ce projet scientifique, les liens sont dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.